42 000 euros. Montant qui est issu de la réforme de la taxe professionnelle. Enfin, dernier versement, la pénalité SRU. La pénalité donc, pour retard sur la cible de 25% de logements sociaux est estimée à 275 000 euros dans ce budget, donc en augmentation de 65 000 euros. Au niveau des charges courantes, donc nous sommes à moins 156 000 euros à périmètre constant. Donc nous avons le maintien de la subvention d'équilibre CCAS 460, le maintien à périmètre constant de l'enveloppe allouée aux associations, et puis nous avons le transfert de la charge générale de remboursement à Saint-Quentin pour moins 53, et une révision des provisions de charges financières, de frais financiers pour moins 100. Voilà, c'est les principales écritures sur ce périmètre. Donc, même présentation que pour le CA, donc l'ensemble de ces éléments dégage un écart de flux de moins 74 pour 2018, en amélioration, puisque nous avions prévu, nous étions à moins 216 en 2017, et nous comptons toujours sur notre stock de résultats l'année antérieure de 2,8 millions sur 2018. Au niveau des dépenses d'investissement, donc nous avons une enveloppe de 5,5 millions pour les travaux et de 667 000 euros pour les achats, donc une enveloppe globale de 6 millions 100, plus les restes à réaliser 2017 de 800. Donc nous sommes quasiment à 7 millions d'investissement. Et les deux plus gros projets de cette année, qui pèsent pour 60% du budget, sont bien sûr la réhabilitation de l'école de la Gio et l'aménagement de la haie de la Côte d'Or. Alors très vite sur les gros projets de 2018, je viens de le dire, c'est le réaménagement du centre-ville, puisque nous avions mené des études et on avait fait une grande réunion publique pour présenter le périmètre du projet que nous avons un peu revu, évidemment, parce que les financements sont quand même suffisamment lourds, avec la volonté, évidemment, de moderniser notre entrée de ville par la rue des Baux, au niveau où vous le voyez du kiosque fleuri, avec évidemment un urbanisme qui a vieilli, qui se fissure du fait de son vieillissement, avec voilà, une zone commerciale qui peut être attrayante. Et donc nous avons travaillé avec un cabinet d'architectes qui nous a fait des propositions et qui seront présentées bientôt au travers d'une réunion d'information auprès de la population pour leur montrer un peu ce que nous proposons aux Morphasiens dans le réaménagement. Donc c'est une concertation qui a été faite aussi avec les commerçants marchands, avec les Apija, qui nous ont donné leurs avis, puisque l'objectif aussi c'est de remettre à niveau la dalle qui s'affaisse au niveau des commerces qui ne sont pas accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça c'est la première chose, donc ils seront accessibles. Nous avons travaillé aussi sur de nouveaux végétaux, sur des ambiances lumineuses totalement modernisées sur cet axe-là. Le sol ça a totalement également refait, puisqu'on mettra du calpinage couleur un peu gris et blanc, si je ne me trompe pas Myriam. De toute façon, on va en parler tout à l'heure dans la convention maîtrise d'ouvrage. Et de retravailler aussi l'accessibilité pour la mobilité réduite, puisqu'on va créer une rampe du côté de l'avenue du Forez qui va longer la pharmacie qui est pas loin d'ici pour aller vers le Auchan supermarché. Donc voilà, donc un beau projet qui va coûter 1,3 million d'euros, dont pas uniquement pour la ville de Maurepas, parce qu'il y a 240 000 euros qui seront pris en charge par l'agglomération, puisqu'on a pris beaucoup de retard dans nos travaux, parce qu'on s'est aperçu que dans l'analyse de l'assainissement et de l'eau pluviale, l'ensemble des réseaux sont complètement pourris. Sous la ville de la Côte d'Or, tout est débouché. Donc il y a eu 2 mois de supervision télévision guidée par une entreprise mandatée par Saint-Quentin-Yvelines qui a la compétence. Et donc ces travaux vont coûter 240 000 euros sur des réseaux complètement obsolètes et jamais nettoyés, d'ailleurs, qui était la conséquence, il me semble, d'inondations dans les caves de riverains qui étaient pas loin depuis longtemps. Donc ça c'est le projet de réaménagement du centre-ville qui sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, en réunion d'information bientôt auprès du public
Sylvain, tu peux passer la slide après. Voilà. Ensuite, toujours sur l'amélioration du cadre de vie, on a toujours notre plan pluriannuel de travaux de voirie pour 330 000 €, un tout petit peu plus que l'année précédente, si je ne me trompe pas, avec la réflexion, là vous avez des simulations de certains secteurs dans les quartiers de Morpa. Ensuite, c'est l'amélioration toujours de notre cadre de vie, puisqu'on est lancé, vous le savez, dans la rénovation de 3 grands squares. Le square de Rohan, qui est celui de la Marnière, qui est en cours de travaux, qui va de l'école de la Marnière jusqu'à l'aire de jeu que vous voyez en bas. La place de la Rance, elle, ce sera sur un autre exercice budgétaire dans quelques années. Et on a un contrat départemental, puisqu'on est subventionné par le département dans ces réhabilitations. On avait déjà fait le square de Beaufortin, et le prochain, c'est le square de Ré, qui est à l'angle du boulevard de la Loire et de l'avenue de Vendée, avec cette espèce de bassin qui est abandonné depuis longtemps, qui sera aussi totalement réaménagé. Myriam, vas-y. Juste un petit mot sur le square de Rouen. Il y a eu du retard à cause des nombreuses intempéries qu'il y a eu. Voilà, il y a à peu près 1 mois de retard. D'accord. Il a plu. Ensuite, toujours, on renouvelle notre flotte de véhicules, des véhicules qui sont obsolètes, qu'on remplace par une flotte de véhicules électriques. Et d'ailleurs, pour les Morpasiens qui sont dans la salle, on va avoir, François, je ne me trompe pas, nos prises électriques grand public cette année, qui sont cofinancées par le SEY. Pour le micro, si tu veux en dire un peu plus. Non, c'est bon? D'accord. Je sais pas. Non, en tout cas, ça arrive. Alors, il arrive. On va avoir des emplacements de voitures électriques pour le grand public qui vont arriver. Et ça va s'étendre l'avenir. On aura effectivement 4 emplacements tout près de l'hôtel-ville, centre-ville, près des commerçants. On n'a pas entendu. C'est pas grave. Près des commerçants. 4 places près des commerçants, 4 places de recharge pour véhicules électriques. Très bien. Ensuite, toujours sur les équipements essentiels, les équipements sportifs, on a une enveloppe de 81 000 € sur une enveloppe à peu près de 111 000 € si je ne me trompe pas, ou 110 000 et quelques sur l'ensemble des bâtiments sportifs. Où là aussi, on a un équipement sportif qui a l'âge de la piscine, on va dire, qui n'est pas dans un très bon état. Et là, on va aussi s'engager dans une mini-réflexion en changeant des huisseries ou en faisant un certain nombre de choses à l'intérieur. Demandé par les associations depuis longtemps et par les usagers, blocs sanitaires, etc. Les vestiaires. Évidemment, le centre aquatique, puisqu'on a l'enveloppe de 150 000 € pour lancer la EMO, qui sera bientôt retenue dans le cadre d'un appel d'offres. Et cette AMO, je le rappelle, qui est l'assistant maîtrise d'ouvrage, va nous calibrer notre projet maintenant dans le détail, la finition totale, le montant exact aussi du projet avec la clé de répartition par commune, avant de lancer ensuite les appels d'offres de concession pour lancer la construction dès l'année prochaine. Et après La petite enfance, c'est le reliquat de ce qui a été lancé déjà sur l'exercice 2017, un Sylvestre, c'est 38 000 € qui a été inauguré il y a quelques jours et qui regroupe l'espace halte de jeu, la micro-crèche et l'espace enfants-parents. Très apprécié d'ailleurs des parents, après les retours qu'on a eus dans des espaces qui sont beaucoup plus grands et beaucoup plus sécurisants par rapport à l'immeuble dans lequel ils étaient avant. Et le fait aussi d'avoir regroupé les équipes, ça permet aussi d'avoir un parcours pédagogique qui n'était pas possible avant. Ensuite, sur la petite enfance, là aussi, la première tranche de l'aménagement de la crèche de la Ville-Parc, vous savez qu'il va se transformer, enfin l'école de la Ville-Parc qui va se transformer en crèche, puisque la crèche des Hauts-Boulots va laisser sa place d'ici quelques années, d'ici 2-3 ans, à une résidence service pour seniors, dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure un peu dans la modification du PLU. Cet ensemble est budgété aux alentours de 600 000 € et sera totalement autofinancé par la vente du terrain de la crèche du Haut-Boulot, réaménagement de cette école. Donc toujours un équipement public dans ce quartier qui va accueillir donc une crèche et avec, vous le savez, la création de la première école intercommunale de 50 ans d'Yvelines entre l'école de la Ville-Parc et Jean de la Fontaine à Élancourt. On poursuit ensuite sur les équipements culturels. Beaucoup a été fait en rénovation sur nos équipements culturels depuis que nous sommes élus. La totalité maintenant du conservatoire. Nous lançons l'auditorium également, qui a bien vieilli. On continuera aussi, si je ne me trompe pas, sur Camus, Véronique,
des travaux, là aussi sur son équipement culturel. Donc un conservatoire aussi qui progresse beaucoup en termes de fréquentation et qui prend de la hauteur, et grâce à Hervé Guigné, le directeur, qui manage ça parfaitement. Ensuite, en termes de commerce de proximité, Elsa, on a la volonté d'investir 45 000 € pour pas sécuriser là, mais en tout cas la rénover, parce qu'on a les chénos, on appelle ça comme ça, voilà, qui ne sont pas dans un bon état. Donc là aussi, sur la structure, il faut qu'on fasse un certain nombre de travaux. Et on souhaite lancer une étude également, une étude de faisabilité, parce que ce n'est pas un petit sujet. On a déjà mené des concertations avec les commerçants du marché qui nous ont affirmé leur volonté pour voir s'il est intéressant d'avoir une halle fermée, comme dans d'autres villes, avec un marché, avec des installations pérennes, pour qu'on ait un marché plus dynamique, parce que c'est très attendu des Morpasiens, mais aussi d'habitants aux alentours, parce qu'on a de la chance quand même d'avoir un espace assez agréable et qui traîne beaucoup de monde. Après le sondage qu'on avait fait d'ailleurs, les statistiques sont assez claires, on a beaucoup d'extérieurs qui viennent. Et donc la volonté, c'est de réfléchir, c'est de voir comment on peut évoluer, dans le sens où on a beaucoup de villes qui soit créent des nouveaux marchés, ou ferment leur structure. Et donc nous, si on ne se lance pas aussi dans une étude de faisabilité, on a des risques aussi d'avoir une perte de dynamique de notre marché auquel nous sommes tant attachés. Ensuite, on poursuit. Démocratie locale, toujours, Pascal, on poursuit cette enveloppe de 150 000 €. J'invite d'ailleurs les Morpasiens qui sont dans la salle à voter. C'est en cours jusqu'au 23 avril pour voter pour les projets qui ont été d'ailleurs proposés par des Morpasiens et qui sont aujourd'hui soumis au vote. Gros projet du mandat, le plus gros chantier scolaire du mandat, Laurent, c'est l'école groupe scolaire de la Géo, où on a déjà eu évidemment des groupes de travail avec les parents d'élèves. Ça y est, c'est parti. Les travaux commencent dans au mois d'avril. Les marchés de travaux sont en cours d'attribution. Donc là, on a une première enveloppe de 2 millions sur à peu près 4 millions d'euros, et subventionné également, parce qu'on va demander l'aide de l'État au travers de son fonds de soutien à l'investissement local pour nous financer cette école. On fait tout. Extérieur, intérieur. On continue sur la modernisation aussi des écoles. On avait beaucoup mis de moyens sur l'école de la Marnière. On continue sur l'étanchéité, la couverture de l'école de la Marnière. Si je ne me trompe pas, c'est sur la partie maternelle. Élémentaire, 223 000 €. Ah oui, le maternelle est terminé. Avec la volonté évidemment d'avoir une école totalement réhabilitée et qui en avait bien besoin, comme d'ailleurs toutes les autres. Voilà. Ensuite, on continue l'acquisition de matériel informatique, Eric, dans les écoles, toujours avec les tablettes numériques et le renouvellement du matériel informatique aussi pour tout le monde. On renforce également la sécurité, toujours avec le déploiement toujours de vidéoprotection, une enveloppe de 50 000 € et qui est inclus dans le plan pluriannuel d'investissement. Et cette fois-ci, en 2018, on va s'accentuer sur le quartier de la Malmedonne. Pour l'installation de vidéoprotection. Les caméras qui arrivent, qui ont été installées, c'est Franche-Comté, centre-ville et rue de Brie, qui sont maintenant supervisées au travers d'un CSU qu'on mettra bientôt en commun avec la ville aussi des Lantours. Voilà, je crois que j'ai tout dit dans l'ensemble sur les grandes enveloppes. Voilà. Vas-y Sylvestre. Très bien. Donc je poursuis juste donc, au niveau du financement des investissements. Donc on a bien sûr du financement via des subventions, 778 000 €, principalement le fonds de concours de Saint-Quentin pour 541. Nous avons intégré également un produit de cession, le produit la cession du terrain des Coudray. Donc nous avons été prudents puisque nous avons mis l'estimation minimale de 500 000 €. Et puis, pour le reliquat, nous avons inscrit un emprunt d'1 345 000, l'idée étant, bien sûr, d'optimiser les recettes d'investissement pour éviter, à court terme, de prendre cet emprunt. Donc, nous avons été prudents sur les recettes d'investissement. Au niveau des indicateurs clés, donc nous étions à 4,7 millions en dette. Nous serions entre 5,3 millions et 6,6 millions en fonction, bien sûr, des recettes d'investissement.
Et puis un ratio de désendettement qui reste conforme à nos engagements entre 7 et 8,6 ans. Au niveau des indicateurs clés, comme tout à l'heure, nous avons un écart au niveau des flux de moins 74, et qui était à moins 216 au budget 2017, et puis les reports de crédit des années antérieures, le stock de 2,8 millions. Et au niveau de la capacité d'autofinancement net, donc elle est à 10 000 € au budget 2018, elle était à moins 150 au budget 2017. Et bien sûr, on note une dégradation par rapport au réalisé 2017. Au niveau de la conclusion, donc, il est nécessaire de convenir que l'effort qui a été demandé par l'État à Maurepas fragilise bien sûr le budget de fonctionnement et il commence à peser. Les efforts qui ont été engagés ont permis de repousser l'échéance que nous avions estimée, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les débats d'orientation budgétaire 2015 et 2016. Des efforts de gestion significatifs ont été réalisés, c'est indéniable, et il est nécessaire de le rappeler aussi, comme l'a dit M. le maire tout à l'heure, qu'aucune augmentation de taxes n'a été votée au cours de ce mandat. Ceci nous permet d'engager une enveloppe d'investissement conséquente sur 2018, tout en maintenant un ratio de désendettement acceptable et inférieur au seuil d'alerte, qui est entre 10 et 12 ans, et qui est conforme à nos engagements. Toutefois, il restera sur l'exercice 2018 à améliorer notre épargne de gestion, bien sûr, comme nous avons pu le faire sur l'exercice 2017, si on compare le réalisé au budget. Améliorer aussi le niveau de recettes d'investissement pour éviter l'emprunt que nous avons contracté et ainsi maintenir un ratio de désendettement conforme aux engagements. Enfin, à moyen terme, Maurepas, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, aura besoin de retrouver un excédent de fonctionnement structurel pour éviter une trop forte dépendance financière externe pour financer ces investissements. Et la création de cette commune nouvelle avec Coignères est évidemment une des opportunités qui permettent d'améliorer et d'optimiser le service public que nous rendrons à nos concitoyens. Pour terminer, chers collègues, et parce que je crois que cette phrase s'adapte bien au mandat que nous vivons, je voudrais citer l'artiste, l'astronome, l'astrophysicien, le cosmologiste, l'écrivain scientifique, le physicien qui nous a quittés cette année, Stephen Hawking. L'intelligence, c'est la faculté de s'adapter au changement, et je pense qu'elle s'applique très bien à notre mandat. Merci. Merci Sylvestre pour ton exposé et l'ensemble de ton travail également avec Nadine qui est derrière nous, qui ses équipes. Ce gros chantier. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations évidemment sur le budget 2018 Monsieur Chapa, allez-y. Alors, moi j'ai une question et je vous fais une déclaration après. J'ai une question sur les dépenses imprévues, le chapitre 022. Est-ce que vous pouvez détailler ce que ça recouvre? Oui, donc ça couvre 170 000 € de tête. 170 000 € sur la ligne budgétaire 011, charge à caractère général, et le reste sur la ligne de masse salariale. C'est les 6, oui, c'est ça. Donc on l'a mis pour l'instant sur la ligne dépenses d'imprévus. Et puis ensuite, elle sera déduite de l'attribution de compensation lorsqu'on aura voté en collecte les transferts. C'est la voirie et la médiathèque. Alors là, je suis pas sur la répartition. Vous voulez donner les chiffres? On voulait dans les détails. Vous avez d'autres déclarations, M. Chapa? Oui. Je posais la question puisque l'agglomération n'a pas tout à fait la même approche, vu les discussions de l'autre jour. Puisqu'ils n'anticipent pas l'attribution de compensation, ils reprennent le résultat pour équilibrer leur budget, ils corrigeront après, ils reprennent par anticipation, ils corrigeront après quand ils ont les chiffres, et nous ici, comme dans toutes les communes, nous mettons les chiffres estimatifs. Pas très bien, on va s'engager dans ce débat, ça n'a pas grand intérêt. On l'aura demain à l'aglo. Pas sûr. Pas sûr. Alors, vous avez présenté un budget primitif. Je ne vais pas revenir sur votre présentation. Mais hier, M. Garestier, vous avez fait
grande intervention de presse en disant que c'était une date historique. Moi, je ferai une petite intervention de conseil municipal ce soir en disant que c'est une deuxième date historique qui aurait dû prendre place avant la samedi hier. En effet, quand on regarde les chiffres et qu'on enlève les éléments exceptionnels, tels que vous les proposez, quand on enlève l'accident de amortissement, qui ne sont que des lignes d'écriture, qu'on prend les recettes ordinaires de fonctionnement, les dépenses ordinaires de fonctionnement que vous estimez et le remboursement de l'emprunt, on arrive à 0. Ça veut dire que date historique, Maurepas entre, toutes choses égales par ailleurs, dans une ère de déficit structurel, ce qui est grave. Alors je sais que la période n'est pas facile avec les positions de l'État, je ne vais pas revenir là-dessus. Néanmoins, en 5 ans, on est passé d'un excédent de 3 millions, c'est pas exactement celui que vous avez dit, celui que vous avez dit c'est un excédent retraité, à 0, à 772 479, qui permettait à l'époque largement de couvrir l'emprunt, qui ne permet plus aujourd'hui que de couvrir l'emprunt existant. C'est-à-dire que tout emprunt va impliquer qu'on va puiser dans ce qui vous a été légué, en tout cas dans ce qui reste, ou bien dans une difficulté fiscale qu'on va de toute façon masquer d'ici 2020 et qui apparaîtra au grand jour en 2021 ou en 2022. D'où notre crainte et d'où notre crainte sur l'évolution de Maurepas et de mes propos le 31 janvier, que je confirmerai par ailleurs. Alors, avec ces critiques, parce que je ne vais pas vous féliciter pour cette évolution, même si les temps sont durs, je vais quand même vous féliciter pour un point. C'est que vous avez quand même réussi à trouver dans vos collègues, au sein de votre parti autour, un de vos collègues qui s'engage dans une voie où il va proposer une augmentation d'impôts à ses administrés pour nous éviter à nous d'augmenter nos impôts. Alors ça, je crois que c'est quand même une performance qui va rester dans les annales. Je ne suis pas sûr que le nom de votre collègue reste positivement dans les annales, en tout cas dans sa commune, mais en tout cas, la tentative est forte. Je regrette un petit peu d'ailleurs que ce soir vous ayez abordé l'un et l'autre la question de la fusion, qui est un dossier difficile, qui n'est pas facile. Il y a certains effets d'optique financière qui sont positifs pour 3 ans, hein. C'est exactement comme l'amendement Hamon pour l'agglomération, on voit les conséquences juste après. C'est-à-dire que l'agglomération rentre elle aussi dans une phase de difficulté financière qui amène son président et certains élus, ou la totalité des élus de la majorité, je ne sais pas, à envisager la transformation en communauté urbaine, c'est-à-dire la fuite en avant de la grossière, pour éviter les difficultés financières. Moi personnellement, je considère que ce n'est vraiment pas la voie à prendre. En tout cas, et l'agglomération de Maurepas sont maintenant engagés dans une voie qui est périlleuse, qui est celle du déficit structurel, Maurepas avant l'agglomération. La fusion, c'est une possibilité qui n'est pas inintéressante, mais il n'y a pas que des avantages, indépendamment du côté politique, indépendamment du côté d'acceptation par la population, quand on n'en reste que au schéma financier, qui n'a pas que des avantages. Parce qu'on ne voit pas certainement les effets, je pense qu'il y aura des études, je pense que vous annoncerez des études, en tout cas ce sont des approches très compliquées, avec un environnement changeant. Je viens de dire que l'agglomération envisageait déjà de devenir communauté urbaine, donc on est à changer dans un environnement changeant. Et ceci dure depuis 2010. Donc je commence par faire partie de ceux qui disent halte au feu, si je puis dire, dans cette réforme permanente des collectivités locales où ça change tout le temps, on ne sait plus où on est, ici comme ailleurs. Et il y a un moment, il ne faut pas s'étonner que la population, dans certains cas, décroche de l'action politique. Oui, tout d'abord, c'est vrai que nous avons fait une commission finance il y a quelques semaines, vous n'étiez pas présent. C'est dommage parce que nous aurions pu partager sur ces points-là, évidemment. Ça aurait été constructif de voir en amont du Conseil. Oui, notre politique était de ne pas bouleverser le service public que les Maurepaziens connaissent et sans augmenter les taxes. Cela implique de digérer forcément un impact que vous n'avez jamais connu, bien sûr, sur votre mandat, ce redressement des finances publiques qui est très très lourd pour notre commune.
Et donc nous avons décidé de lisser cet effort dans le temps. Donc effectivement, nous avons un impact fort à court terme de la baisse de l'IGF et nous lisserons nos efforts sur un peu plus d'exercice que l'impact que nous impose l'État. Et beaucoup de communes sont dans ce cas-là, évidemment. Oui, l'équilibre est fragile, c'est vrai, et je l'ai toujours dit. Nous continuerons à mettre en phase des actions pour éviter une hausse de taxe pour les Mourpaziens. Et ainsi, l'effort demandé par l'État sera compensé par les économies de gestion qui sont aujourd'hui demandées évidemment par les contribuables. Donc en 4 ans, nous avons subi plus de 3 millions d'impacts, comme on l'a répété tout à l'heure au niveau du budget 2017. Et c'est sans précédent pour Mourpas. C'est sans précédent pour Mourpas. Et nous avons perdu, bien sûr, on l'a montré, que 2 millions d'excédents. Donc il y a eu quand même une génération d'économies autour d'1 million. On ne pourra pas faire 3 millions en 2 ans, c'est impossible. Il faudra continuer à maintenir un service de qualité aux Mourpasiens tout en essayant de travailler sur la dépense publique. Nous sommes des élus responsables autour de cette table et donc nous mettrons les moyens et nous avons l'ambition de travailler sur la dépense publique, on l'a toujours dit. Oui, Sylvain, tu as raison. Alors, je me rappelle d'un débat qu'on avait eu ici après les élections municipales de 2014 où M. Chapin vous niez la baisse des dotations de l'État, parce qu'on n'avait duré qu'un an, etc. Et vous voyez, ça continue. Rien qu'encore même ces années, on a 200 000 € de moins du fait d'une péréquation encore d'un calcul savant au sein même de la dotation globale de fonctionnement. Donc on continue à y perdre, mais nous savons que, évidemment, c'est fragile. Et c'est pour ça qu'on s'engage dans des efforts de gestion qui ne sont pas simples non plus, parce qu'il faut aussi le faire accepter à l'administration, à des agents qui travaillent au quotidien aussi avec nous. Et c'est pas simple aussi pour eux. Parce que quand vous voyez les résultats sur la masse salariale, elle a baissé. Elle a baissé en volume, mais elle a baissé aussi en nombre d'agents, sans pour autant dégrader la qualité de service public. Alors, c'est facile de demander, de faire un constat sans apporter de solution à ce moment-là. Apportez-nous des solutions structurelles de réforme aussi de nos services publics. Il ne faut pas aussi prendre parti parfois quand il y a des manifestations ou des personnes qui viennent aussi manifester. Quand on restructure des politiques publiques, je pense à la culture par exemple, où justement, dans un effort de gestion, on avait plusieurs équipes qui ne se parlaient pas, on réorganise tout ça pour faire des efforts de gestion, pour continuer à donner une qualité de service public aux Mourpasiens, et payé par les Mourpasiens, ne pas l'oublier. Donc voilà, si on accumule à tous ces exemples-là, évidemment, c'est un mandat qui est difficile pour les élus d'aujourd'hui. Tous les élus de France le disent. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup aussi d'élus qui démissionnent de leur mandat. Il suffit d'aller voir l'actualité en France. On a aussi beaucoup de petits maires qui ne s'en sortent plus. J'ai fait une réunion des maires du canton il y a quelques jours et certains sont épuisés par ce matraquage de l'État qui pousse les élus locaux à avoir la responsabilité d'un État qui est incapable de se réformer. Et ça dure depuis 30 ans. Ça dure depuis 30 ans. Et donc, c'est nous, élus locaux, qui devraient porter ensuite la responsabilité des efforts de gestion. Donc, on dit la vérité aux Mourpasiens, Sylvestre l'a dit, il y a des efforts à faire. On sait que la situation est compliquée, mais on est tenace. On va continuer nos efforts de gestion, on va continuer d'être dans une réflexion dynamique. Le sujet de la création d'une commune nouvelle qui nous est offerte par l'État, pour une fois, il nous donne un financement supplémentaire pour aller dans ce sens, mais ne pas se le cacher, c'est-à-dire que ce sujet qui viendra sur la table dans un conseil municipal spécifique, avec toutes les études qu'il faudra lancer et la concertation surtout des habitants pour qu'ils s'approprient, pour savoir après si nous allons dans cette direction, c'est une opportunité, mais elle n'est pas que fiscale. Elle a un intérêt pour le territoire, dans un contexte, M. Chapin, vous l'avez dit, c'est que la communauté d'agglomération de 50 ans d'Yvelines va disparaître sur son statut actuel. Dans 2 ans, il y a une réflexion pour que la communauté d'agglomération 50 ans devienne une communauté urbaine. Communauté urbaine avec de nouvelles villes qui vont rentrer dans l'agglomération. Peut-être 5 villes, 6 villes de plus. Donc ça veut dire une communauté urbaine, des compétences supplémentaires, un poids supplémentaire. Et donc, quand on abordera ce sujet de la création de la commune nouvelle, si nous, on n'est pas en mesure aussi de peser politiquement dans ce futur ensemble, on est mort. On est mort. Donc il faut aussi qu'on saisisse au lieu de subir. On a l'État qui nous offre une opportunité territoriale.